Si de nos jours rien n'est plus cohérence, c'est parce que jadis la cohérence était une fausse cohérence. La clôture du système de référence esthétique et en dernier lieu extra-esthétique ainsi que la dignité de l'œuvre d'art elle-même ne se correspondent plus. Le caractère problématique de l'idéal d'une société close se communique également à l'idéal de l'œuvre close. Il est incontestable, comme le répètent les réactionnaires, que les œuvres d'art ne sont plus engagées. Le passage à l'ouverture devient aurore vacui. Que les œuvres parlent anonymement et finalement dans le vide, même de manière immanente, n'est pas seulement leur chance. Elles doivent aussi leur authenticité et leur importance à ce fait. Ce qui s'insère problématiquement dans la sphère esthétique provient de là. Le reste devint la proie de l'ennui. Toute œuvre d'art contemporaine est, pour être telle, exposée au danger de l'échec total. Si de son temps, Hermann Grab célébrait le fait que la préformation du style dans la musique pour piano du XVIIe et du début du XVIIIe siècle ne permettait pas quelque chose de manifestement mauvais, on pourrait objecter que précisément le bon emphatique n'y était guère possible. Bach fut incomparablement supérieur à la musique qui le précéda et à celle de son temps parce qu'il brisa cette préformation. Même le Lukács de la théorie du roman dut concéder que les œuvres d'art avaient infiniment gagné en richesse et en profondeur après la fin des époques qu'on prétendait riches de sens. Témoigne pour la survie du concept d'harmonie comme moment le fait que les œuvres d'art qui protestent contre l'idéal d'harmonie de type mathématique et contre l'exigence de rapports symétriques pour rechercher la symétrie absolue ne sont pas dépourvus de toute symétrie. La symétrie, selon sa signification étymologique, ne peut être comprise qu'en relation avec la symétrie. Les phénomènes que Kahn Weiler appelle chez Picasso des phénomènes de distorsion en sont la preuve très récente. De même, la nouvelle musique de la tonalité abolie a acquis ses lettres de noblesse en montrant une intolérance extrême envers ses propres rudiments. La réflexion ironique de Schoenberg, selon laquelle la tache lunaire du Pierrot aurait été travaillée selon des règles de principe strictes, dont les consonances ne sont préparées et permises que lors de mauvaises mesures, date des débuts de la tonalité. Plus la domination réelle de la nature progresse, plus il devient pénible pour l'art de reconnaître en lui-même son progrès nécessaire. Dans l'idéal d'harmonie, il flaire une familiarité avec le monde administré, tandis que, cependant, son opposition à l'égard de celui-ci prolonge la domination naturelle par une autonomie croissante. Celle-là s'identifie autant à elle-même qu'à son contraire. Pendant les premières années de l'après-guerre, dans les villes allemandes bombardées, on pouvait se rendre compte à quel point ces innervations de l'art se confondaient avec la position vis-à-vis de la réalité. Face au chaos visible partout, l'ordre optique que le sensorium esthétique avait depuis longtemps repoussé parut de nouveau séduisant et bienfaisant. Mais la nature rapidement envahissante, la végétation dans les ruines préparait la fin méritée de tout romantisme de la nature vécu habituellement pendant les vacances. Pour un instant historique réapparut ce que l'esthétique traditionnelle avait appelé le plaisir des rapports harmoniques et symétriques. Si l'esthétique traditionnelle, y compris Hegel, savait célébrer l'harmonie du beau naturel, elle projetait l'autosatisfaction de la domination sur le dominé. La récente évolution de l'art devrait avoir son élément qualitativement nouveau dans le fait que, par allergie aux harmonisations, il aimerait, même en tant que niais, les éliminer, véritable négation de la négation avec sa fatalité, à savoir le passage autosatisfait à une nouvelle positivité, l'absence de tension en temps de tant de tableaux et de musique dans les décennies d'après-guerre. La fausse positivité est le lieu technologique de la perte de sens, ce qui, dans les temps héroïques de l'art contemporain, fut perçu comme son sens appréhender les moments d'ordre, comme niés de manière déterminée. Leur liquidation se réduit à l'effet d'une identité vide et sans friction. Même les œuvres d'art affranchies des conceptions de l'harmonie et de la symétrie sont caractérisées dans leur forme par la ressemblance et le contraste. Le statisme et le dynamisme, la fixation et les champs de transition, le développement, l'identité et le retour. La différence entre la première apparition d'un de ces éléments et sa répétition, aussi modifiée soit-elle, ne peut être complètement éliminée par les œuvres. La capacité de sentir et d'utiliser les rapports d'harmonie et de symétrie dans leur forme abstraite devient toujours plus subtile. Là où, par exemple, jadis en musique, une reprise plus ou moins rigoureuse veillait à la symétrie, il suffit parfois d'une vague ressemblance de timbres à des endroits différents pour établir la symétrie.
la dynamique issue de toute référence statique et qui cesse d'être lisible à partir d'une fixité qui lui est contraire, se transforme en flottement, non en progrès. Zeitmasse de Stockhausen évoque dans sa manière d'apparaître une cadence totalement composée, une dominante complètement élaborée et cependant statique. Aujourd'hui toutefois, ces invariants ne deviennent ce qu'ils sont dans le contexte du changement. Celui qui les extrait de la complexion dynamique de l'histoire comme de l'œuvre particulière les altère aussitôt. Affirmation. Étant donné que la notion d'ordre spirituel n'a aucune valeur, il est impossible de la transposer du raisonnement culturel à l'art. Dans l'idéal de clôture de l'œuvre d'art se mêlent des éléments dissemblables. La nécessité absolue de la cohérence, l'utopie constamment fragile, de la réconciliation dans l'image, et la nostalgie du sujet objectivement affaibli pour un ordre hétéronome, aspect fondamental de l'idéologie allemande. Les instincts autoritaires qui temporairement ne se satisfont plus immédiatement s'apaisent dans l'imago d'une culture absolument close, qui garantirait le sens. La clôture pour elle-même, indépendamment du contenu de vérité et des conditions du clos, est une catégorie à laquelle conviendrait en fait le reproche mortel de formalisme. Ce n'est évidemment pas pour cette raison qu'il faut balayer ou s'empresser de défendre les œuvres d'art positives ou affirmatives. La presque totalité des œuvres traditionnelles, par l'argument trop abstrait selon lequel elles aussi, par leur antagonisme abrupt vis-à-vis de l'empirique, seraient critiques et négatives. La critique philosophique du nominalisme non réfléchi interdit que l'on se réclame sous autre forme de procès de la voie de la négativité progressiste, négation du sens objectivement contraignant, comme voie du progrès de l'art. Aussi complètement structuré que soit un Lied de Webern, l'universalité du langage dans le voyage d'hiver de Schubert confère à cette musique un moment de supériorité, tandis que seul le nominalisme de l'art l'aide à acquérir complètement son langage. Aucun langage n'est cependant radical sans le médium d'un élément universel par-delà la pure particularisation, bien qu'il ait besoin de celle-ci. Cet élément prédominant implique quelque chose d'affirmatif, qu'on retrouve dans le terme de connivence. L'affirmation et l'authenticité sont amalgamées à un degré qui n'est pas moindre. Si ce n'est pas un argument contre l'œuvre particulière, c'en est un en tous les cas contre le langage de l'art en tant que tel. Aucun art n'était pourvu de la trace de l'affirmation dans la mesure où, par sa pure existence, il s'élève au-dessus de la misère et de l'avilissement des simples existants. Plus l'art se doit à lui-même, plus ses œuvres sont constituées de manière riche, dense, close, plus il tend à l'affirmation en suggérant, peu importe dans quel sens, que ses qualités sont celles de l'étant en soi par-delà l'art. L'a priori de l'affirmatif est son côté nocturne idéologique. Elle amène le reflet de la possibilité à l'existant, même dans sa négation déterminée. Ce moment d'affirmation disparaît à partir de l'immédiateté des œuvres d'art et de ce qu'elles disent, et ignore surtout qu'elles disent cela. Le fait que l'esprit du monde ne t'aime pas ce qu'il promit confère plutôt d'aujourd'hui aux œuvres affirmatives du passé quelque chose de touchant, plus encore que si elles étaient véritablement idéologiques. De nos jours, dans les œuvres parfaites, leur perfection apparaît plutôt malignement, comme un monument de puissance que comme une transfiguration trop transparente pour susciter une résistance. C'est un cliché de dire des grandes œuvres qu'elles sont irrésistibles. Elles prolongent ainsi tout autant la violence qu'elles la neutralisent, leur faute et leur innocence. L'art contemporain, avec ses faiblesses, ses tâches et ses failles, est la critique de l'art, de la tradition, beaucoup plus fort et réussi en des nombreux points critiques du succès. Celle-ci a son fondement dans l'insuffisance de ce qui apparaît suffisant, non pas seulement dans son essence affirmative, mais également dans le fait qu'il ne lui appartient pas d'être ce qu'elle veut être. On pense par exemple à l'aspect de puzzle du classicisme musical, à l'importance de l'élément mécanique, dans la méthode de composition de Bach, à l'arrangement décrété d'en haut, de ce qui, pendant des siècles, régna sous le nom de composition dans la grande peinture, pour devenir, comme le remarqua Valéry, soudainement indifférent avec l'impressionnisme. Critique du classicisme, le moment affirmatif se confond avec le moment de domination de la nature. Ce qui a été commis est bien, dit-on, en exerçant à nouveau ce moment dans le champ de l'imagination. L'art se l'approprie et devient un chant de triomphe. C'est en cela, autant que dans la niaiserie, qu'il sublime le cirque. L'art entre ainsi en un conflit irréductible avec l'idée de salut de la nature opprimée. Même l'œuvre la plus relâchée est le résultat d'une tension dominatrice qui se tourne contre l'esprit dominateur lui-même enchaîné à l'œuvre. La notion de classique est le prototype de ce phénomène.
L'expérience du modèle de toute classicité de la sculpture grecque devrait rétrospectivement ébranler la confiance qu'on lui fit autant que celle que l'on fit à des époques ultérieures. Cet art a perdu la distance par rapport à l'existence empirique, distance dans laquelle se tenaient les sculptures archaïques. La sculpture grecque reposait d'après la thèse esthétique traditionnelle sur l'identité de l'universel, ou de l'idée et du particulier, ou de l'individualité, raison cependant pour laquelle il lui était déjà impossible de compter sur l'apparence sensible de l'idée. Devait-elle apparaître de manière sensible, il lui fallait alors intégrer le monde de l'apparence, en soi empiriquement individué, son principe formel. Mais cela enchaîne simultanément la pleine individuation. La classicité grecque n'en avait certainement pas encore fait l'expérience. Cela ne se produisit en concordance avec la tendance sociale que dans le monde des images helléniques. L'unité de l'universel et du particulier, organisée par le classicisme, n'était déjà pas acquise au temps antique, encore moins ultérieurement. De là provient le fait que les sculptures classiques regardent avec ses yeux vides et qui effraient plutôt de manière archaïque, qu'elle n'irradie cette noble simplicité et cette sereine grandeur que la sensibilité romantique projetait sur elle. Ce qui nous frappe aujourd'hui lorsqu'on parle de l'Antiquité est fondamentalement différent de la correspondance avec le classicisme européen à l'époque de la Révolution française, ou de Napoléon, et même de l'époque baudelairienne. Pour celui qui n'étudie pas l'Antiquité en philosophe ou en archéologue, l'étude des plus estimables pratiquées depuis l'humanisme, l'exigence normative de l'Antiquité se réduit à néant. Rien ne parle plus guère sans l'assistance à long terme de la culture. La qualité des œuvres elle-même n'est nullement à l'abri de toute suspicion. Ce qui domine est le niveau formel, quelque chose de vulgaire ou de barbare n'apparaît guère comme transmis par la tradition, pas même par l'époque impériale, où sont cependant évidents les débuts de la production de masse manufacturée. Les mosaïques des sols des villas d'Ostie, destinées sans doute à la location, constituent une forme. La barbarie, réelle dans l'Antiquité, l'esclavage, les exécutions, le mépris de la vie humaine a, depuis la classicité antique, laissé peu de traces dans l'art. La manière dont cet art est resté intact, y compris dans la civilisation barbare, ne constitue pas son titre de gloire. L'immanence de l'art antique peut sans doute s'expliquer par le fait que pour lui, le monde sensible n'était pas encore brimé par les tabous sexuels qui s'étendent bien au-delà de son domaine immédiat. C'était là l'objet de la nostalgie classiciste de Baudelaire. Tout art qui, sous le capitalisme, pactise avec la vulgarité contre l'art n'est pas seulement fonction de l'intérêt commercial qui exploite la sexualité mutilée, mais également l'aspect nocturne de l'intériorisation chrétienne. Mais dans la précarité concrète du classicisme, que Hegel et Marx ne connurent pas, se manifeste la précarité de son concept et des normes qui en sont issues. Le contraste entre le classicisme authentique et la mauvaise reproduction semble échapper au dilemme d'un classicisme authentique et de l'exigence d'exactitude d'une œuvre. Il est aussi peu fructueux que par exemple celui de moderne et de modernisme, ce qu'au nom d'une prétendue authenticité on exclut comme étant sa forme de décomposition et le plus souvent contenu en elle comme son ferment, et la coupure nette ne fait que le rendre stérile et inoffensif. Une distinction s'impose dans la notion de classicité. Elle ne vaut strictement rien tant qu'elle laisse pacifiquement se côtoyer l'Iphigénie de Goethe et le Wallenstein de Schiller. Dans le langage populaire, elle signifie l'autorité sociale le plus souvent acquise par des mécanismes économiques de contrôle. Brecht ne fut justement pas étranger à cet usage. Cette sorte de classicité parle plutôt contre les œuvres et leur est sans doute tellement extérieure qu'on peut même, par toutes sortes de médiations, en créditer des œuvres authentiques. En outre, parler de classicisme, c'est se référer à la création stylistique, sans d'ailleurs qu'on puisse distinguer d'une manière concluante entre le modèle, la correspondance légitime et la vaine pseudomorphose, comme le veut le sens commun qui fait jouer la classicité contre le classicisme. Mozart ne serait pas concevable sans le classicisme de la fin du XVIIIe siècle et ses tendances antiquisantes. Cependant, la trace des normes auxquelles on se réfère ne fonde aucune objection valable contre la qualité spécifique de Mozart, compositeur classique. En fin de compte, la classicité signifie tout autant que la réussite immanente, la réconciliation non violente, aussi fragile soit-elle, de l'un et du divers. Elle n'a rien à voir avec le style ou les tendances, mais elle a tout à voir au contraire avec la réussite. C'est à cette notion de classicité que s'applique la sentence de Valéry selon laquelle toute œuvre romantique réussie est classique par sa réussite. Ce concept de classicité est tendu au plus haut point et lui seul est digne de la critique. Cependant, la critique de la classicité est plus que celle des principes formels qu'elle exerçait le plus souvent dans l'histoire.
l'idéal formel qu'on identifie avec le classicisme doit être retransposé en contenu. La pureté de la forme est copiée sur celle du sujet qui se constitue, devient conscient de son identité et élimine le non identique. Il implique cependant la distinction de la forme et du contenu que masque l'idéal classique. La forme ne se constitue que comme élément différent, que comme différence vis-à-vis du non identique. Dans sa signification même se poursuit le dualisme qu'elle fait disparaître. La réaction contre les mythes que le classicisme a en commun avec l'acmé de la philosophie grecque était l'antithèse directe de l'impulsion mimétique. Elle remplaça celle-ci par une limitation objectivante, a par là même subsumé l'art sans détour. À l'Ofklarung grec, elle a interdit en lui ce par quoi il représente l'élément opprimé contre la domination du concept imposé ou ce qui glisse entre ses mailles. Tandis que dans le classicisme, le sujet s'érige esthétiquement, on fait violence à ce sujet particulier et éloquent contre le mutisme de l'universel. Dans l'universalité tant admirée des œuvres classiques se perpétue l'universalité funeste des mythes, l'inflexibilité du sortilège comme norme de la mise en forme. Dans le classicisme, dans l'origine de l'autonomie de l'art, celui-ci pour la première fois commence par se nier. Ce n'est pas un hasard si tous les classicismes furent depuis lors en liaison avec la science. Jusqu'à nos jours, l'esprit scientifique nourrit une antipathie à l'encontre de l'art qui ne se plie pas à la pensée de l'ordre et au desiderata d'une nette séparation. Et antinomique, ce qui procède comme s'il n'y avait aucune antinomie et qui dégénère irrémédiablement en ce pourquoi le verbiage bourgeois maintient disposible le terme de perfection formelle qui dit tout sur la chose. Ce n'est pas à partir d'un état d'esprit irrationaliste que les mouvements qualitativement modernes correspondent fréquemment au sens baudelairien à des mouvements archaïques et préclassiques. Ils ne sont, il est vrai, pas moins exposés à la réaction que le classicisme, à cause de l'illusion selon laquelle l'attitude qui se manifeste dans les œuvres archaïques et à laquelle échappa le sujet émancipé, devrait à nouveau être observée en dépit de l'histoire. La sympathie de l'art moderne pour l'art archaïque ne tombe pas dans la répression idéologique. Lorsqu'elle se tourne vers ce qui reste sur la voie du classicisme et qu'elle ne cède pas à la pression pernicieuse dont le classicisme s'était libéré. Mais il n'est guère possible d'avoir l'un sans l'autre. À la place de cette identité de l'universel et du particulier, les œuvres classiques donnent à leur dimension abstraitement logique une forme, pour ainsi dire, creuse, attendant vainement la spécification. La fragilité du paradigme convainc son rang paradigmatique de mensonge en même temps que l'idéal classique lui-même.